האינטרסים העליונים שלנו, ובראשם הביטחון ואחדות ירושלים, אינם עומדים בראש מעייניהם של אותם גורמים אנונימיים שתוקפים אותנו ואותי אישית, כי המתקפה עליי באה רק בגלל שאני מגן על מדינת ישראל. جاء بيان من الحكومة الإسرائيلية ورئيس الحكومة الإسرائيلية بالتهدئة ونحن مع التهدئة، نحن بالأساس مع التهدئة. Vendredi 7 novembre 2014, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau morning. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'informations à décrypter en compagnie de nos invités. Au sommaire de cette émission, les tensions ne retombent toujours pas à Jérusalem. Les Palestiniens appellent à une nouvelle journée de protestation après les prières de vendredi. Et puis un deuxième Israélien blessé au cours de l'attentat de Jérusalem a succombé à ses blessures. On l'a appris il y a quelques instants. Les autorités se posent toujours la même question en Israël, comment gérer l'accès au mont du Temple. Ce matin encore, de nouvelles mesures ont été prises pour limiter l'accès des fidèles de moins de 35 ans sur l'esplanade. Et puis enfin, en dernière partie d'émission, on parlera de François Hollande qui reconnaît ses erreurs. Pile à sa mi-mandat est déjà au plus bas dans les sondages. Le président français a été l'invité d'une édition spéciale hier sur TF1. Si la courbe du chômage ne s'inverse pas, a-t-il promis, il ne se représenterait pas en 2017. Voilà, merci de nous retrouver sur i24 News. On accueille ce matin Ali Waked. Bonjour Ali, vous êtes consultant i24 News et spécialiste du monde arabe et musulman. Daniel Haïk, bonjour, analyste politique pour i24 News. Et Maurice Fergan, rédacteur en chef que l'on retrouve désormais tous les matins sur i24 News. On va commencer avec vous Maurice. On fait le tour de la presse israélienne. Qu'est-ce qui fait les gros titres ce matin ? Une catastrophe qui a été évitée de justesse dans les environs de Netanya. Vous voyez dans le titre de Yediot Ahronot, une catastrophe évitée de justesse. Un mort, 20 blessés dans une fuite d'ammoniac dans une usine d'engrais de la région de Netanya. Selon les premiers éléments de l'enquête, au cours de travaux d'entretien, un employé a percuté une citerne contenant 60 tonnes de ce gaz extrêmement dangereux. Alors il a provoqué une fissure de près de 2 cm et ça a suffi pour faire échapper 8 tonnes de ce gaz. Alors des gens ont été suffoqués par les gaz qui peuvent être mortels, il faut le dire. Ces gaz sont utilisés pour fabriquer des engrais, mais ont été utilisés lors de la Première Guerre mondiale, lors des combats. Alors après plusieurs heures de recherche, on a retrouvé un malheureux sapeur-pompier qui a succombé, lui, à ce gaz. Israël Hayom titre également la citerne d'ammoniac de Haïfa, une bombe à retardement à l'occasion de cette catastrophe. Ce qui s'est passé à Netanya pourrait se produire à plus grande échelle dans la baie de Haïfa, affirme le quotidien. Alors il faut dire que si la citerne de Netanya contenait 60 tonnes d'ammoniac, celle de Haïfa en contient, écoutez bien, 12 000. Et cette citerne n'est absolument pas protégée contre un acte terroriste ou même une catastrophe naturelle. Et on évoque plusieurs dizaines de milliers de morts possibles en cas de tremblement de terre dans la région de Haïfa ou encore, pire, de tirs de missiles du Hezbollah. On sait que la ville portuaire est à portée du nord du Liban. Allez, puis on en parlait en titre, les Palestiniens appellent aujourd'hui à une nouvelle journée de colère autour du mont du Temple. Oui, c'est le titre du Jérusalem Post. Le Premier ministre, dans ce contexte, a téléphoné pour calmer les esprits au roi Abdallah de Jordanie et il a assuré que le statu quo au mont du Temple ne serait pas changé. Alors, dans ce contexte, le Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères demandent également à ses ministres et aux députés de droite de se tenir éloignés des lieux saints dans l'espoir de calmer les choses. Un petit encadré aussi en première page du Jerusalem Post. L'autorité palestinienne appelle aujourd'hui à des manifestations de colère à Jérusalem, mais aussi, il faut le préciser, en Cisjordanie, et prévient qu'un échec du processus de paix pourrait augmenter les flammes dans la région. Il faut signaler encore que le Hamas et le djihad ont tout simplement appelé leurs sympathisants à occuper la rue, affirme le Jerusalem Post. On passe à Haaretz. Dans Haaretz, pareil, le mont du Temple risque d'embrasement.
Voilà plus d'un an, les services de renseignement israéliens, affirme le quotidien Haaretz, avaient prévenu le Premier ministre Netanyahou du danger d'embrasement dû aux provocations de la droite israélienne, mais aussi celle des Palestiniens sur le mont du Temple. Et le quotidien d'ajouter que Netanyahou n'est pas parvenu à brider ses ministres. Allez, enfin un encadré spécial dans Haaretz aujourd'hui sur les 10 ans de la mort de Yasser Arafat. Oui, effectivement, à cette occasion, Arafat est décédé le 11 novembre, on se souvient, à Paris, il y a 10 ans. À cette occasion, le quotidien Haaretz consacre une double page à l'intérieur du journal, et puis même un encadré en première page. Et Amira Haas fait le point sur la situation des Palestiniens aujourd'hui et constate que 10 ans après, la société palestinienne est totalement divisée, qu'Israël s'en prend à Mahmoud Abbas, mais ne regrette absolument pas Yasser Arafat. Mais je vous demande de regarder avec précision cette enquête menée par Jackie Khoury sur cet arabe israélien qui raconte comment en 1968 il avait évoqué avec Yasser Arafat, alors dans la clandestinité, les moyens de liquider Moshe Dayan, alors ministre de la Défense. C'est un regard sur la société arabe israélienne. Allez, puis on finit avec ce deal secret entre Barack Obama et le guide suprême iranien Khamenei. Oui, en fait, Maariv reprend ce matin, mais d'autres quotidiens aussi, cette information qui provient du Wall Street Journal et qui a révélé l'existence d'une lettre, d'une missive du président des États-Unis, Barack Obama, au guide suprême de la République islamique d'Iran, une missive dans laquelle le président des États-Unis propose finalement un deal aux Iraniens, une association dans la lutte contre l'État islamique en Irak et en Syrie, contre un accord sur le nucléaire iranien avant le délai fixé du 24 novembre. Encore une information qui va faire plaisir au gouvernement israélien. On va en parler dans un instant. Merci Maurice. Mais avant, on va rejoindre notre correspondant à Jérusalem, Mathias Inbar. Mathias, bonjour. On a appris ce matin qu'un autre Israélien avait succombé à ses blessures. Un Israélien qui avait été blessé au cours du dernier attentat à Jérusalem. Oui, Éléonore, bonjour. C'est un mineur âgé de 17 ans, Shalom Aaron Bahadani, c'est son nom. Et il a été assez sérieusement touché lorsqu'il a été fauché de plein fouet. Il était au contact des gardes frontières et souvenez-vous, il y a plusieurs heures ont été nécessaires pour trouver son identité, tout simplement parce que ses parents pensaient qu'il était au moment des faits à l'école talmudique à quelques centaines de mètres à la yeshiva du lieu de l'attentat, et au bout de quelques heures, donc plus de 48 heures après les faits, il a succombé à ses blessures, ce qui effectivement fait grimper le nombre de morts israéliens de cet attentat. Souvenez-vous, c'était le premier, un officier des gardes frontières andrus qui a été inhumé hier après-midi. Alors par ailleurs, les émeutes ont repris hier jusque tard dans la soirée à Jérusalem, et puis de mesures sur le mont du Temple où l'esplanade des mosquées ont été prises qui interdisent l'accès aux moins de 35 ans ce matin. Les Palestiniens appellent eux à une nouvelle journée de protestation. Vous qui êtes à Jérusalem, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'atmosphère ce matin ? Mais écoutez, le calme est particulièrement relatif, effectivement, sur Jérusalem, parce que des émeutes ont eu lieu hier soir et ce matin. Effectivement, beaucoup de policiers qui sont déployés tout au long de la vieille ville de Jérusalem et aux abords du centre névralgique de cette vieille ville de Jérusalem, à savoir le mont du Temple et l'esplanade des mosquées. Son entrée a été limitée aux fidèles musulmans de plus de 35 ans, c'est-à-dire que tous les hommes finalement de moins de 35 ans ne pourront avoir accès au mont du Temple ce matin, tout simplement parce que la police craint de nouvelles émeutes. Plus de 1000 policiers ont été déployés tout au long de la vieille ville. Les Palestiniens également, de nouveau, comme la semaine dernière, ont appelé un jour de la colère, mais on le voit, des mesures préventives certes, mais peut-être moins rigoureuses que la semaine dernière, puisque la semaine dernière, seulement les hommes de plus de 50 ans étaient autorisés à se rendre sur le mont du Temple. En attendant, la tension est particulièrement ressentie ici à Jérusalem, mais pas seulement, également hier en Cisjordanie, dans la région du Binyamin, fait plutôt rarissime dans les derniers mois. Une patrouille de la police a été la cible de tirs de Kalachnikov. Pour l'instant, les auteurs des faits sont toujours en fuite. Ils n'ont pas été retrouvés par le service de sécurité intérieure.
Alors Mathias, vous vous trouvez à l'hôtel King David, là où la chef de la diplomatie européenne va arriver d'un moment à l'autre. Elle doit y rencontrer le chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman. Sur quoi vont porter ces échanges aujourd'hui ? Bien écoutez, contrairement à ce qui a été dit, Federica Mogherini, qui est la chef de la diplomatie italienne, ce n'est pas sa première visite depuis qu'elle est en fonction. Elle était en Pologne et elle vient ici en Israël pour discuter de deux dossiers. Non seulement la tension dans la région, elle a condamné à plusieurs reprises les attentats contre les civils israéliens, mais également pour discuter du dossier de Jérusalem. D'un côté, elle condamne les attentats, mais elle également a vivement critiqué d'ailleurs la poursuite des constructions dans les quartiers est de Jérusalem. Et elle vient dire à Avigdor Lieberman qu'il faut faire preuve de prudence sur ce dossier précis des constructions de Jérusalem et surtout aussi de la tension à l'intérieur de Jérusalem-Est et sur le mont du Temple. Merci Mathias, on vous retrouvera un peu plus tard. Alors quel rôle, selon vous, joue la diplomatie européenne dans toute cette histoire, dans toutes ces tensions ? Écoutez, les Européens devraient normalement devraient jouer un rôle de médiateur. Il est possible que les Européens jouent un rôle de médiateur, mais il faudra voir. C'est une période test aujourd'hui avec la nouvelle chef de la diplomatie européenne. Il faudra voir quelles sont ses orientations. Est-ce qu'elle va aller dans le sens un peu plus dans une sorte de volonté d'équilibre et de médiation impartiale en faveur entre Israéliens et Palestiniens. Elle fait ses premiers pas, Mogherini. On va voir au cours des prochaines semaines si effectivement on peut compter peut-être sur l'Europe, parce que quelque part les Américains, et c'est lié à ce que l'on parlait, tout à l'heure à propos de l'Iran, Barack Obama va très certainement durcir le ton aujourd'hui envers Israël. Il faut savoir qu'après les élections du mid-term, le président américain est quelque part libéré de toutes ses obligations au niveau intérieur, et cela va lui donner le temps, on va dire, de se préoccuper des dossiers internationaux. Ce n'est pas par hasard. L'Iran, la volonté de se rapprocher de l'Iran, c'est une volonté déjà critiquée ce matin même par des députés et par les élus républicains, des élus très influents comme John McCain, ancien candidat à la présidence, qui critique la position d'Obama, qui veut ce rapprochement avec l'Iran. C'est un rapprochement qui va se faire très certainement sur le compte de l'État d'Israël. Et donc, quelque part, les Européens, dans le cas précis, auraient peut-être une carte à jouer, celle de la médiation. Et avec une nouvelle chef de la diplomatie, peut-être que c'est une option de médiation impartiale que l'on peut espérer des Européens. C'est peut-être un vœu pieux, mais on peut toujours espérer. On va de toute façon retourner sur cette lettre secrète de Barack Obama envoyée à Khamenei. Mais avant, est-ce que vous pensez que la présence justement de la chef de la diplomatie européenne sur place à Jérusalem peut apaiser un petit peu ces tensions ? Non, je ne vois pas l'Europe apaiser la situation parce que, l'Europe n'a pas vraiment un poids d'influence, surtout sur le côté israélien. Les Israéliens en permanence accusent les Européens d'avoir une position plutôt pro-palestinienne, mais il faut faire attention au fait que ces dernières années, sur le dossier israélo-palestinien, le rôle de l'Europe était complémentaire à celui des Américains. Il y avait le mauvais policier, le bon policier. Le mauvais policier, ce rôle était accordé aux Européens. On voit les sanctions en Europe, on voit la campagne du boycott israélien en Europe, soutenu en quelque manière. C'est les appels à la reconnaissance d'un État palestinien qui agace fortement les Israéliens. Tout à fait. Donc, je ne vois pas comment est-ce que l'Europe peut jouer un rôle de médiateur. Je ne vois pas le chef de la diplomatie israélien donner à l'Europe ce rôle. On sait très bien la position, les critiques de M. Lieberman vis-à-vis de l'Europe, surtout vis-à-vis de ces dernières reconnaissances, comme vous avez mentionné, Éléonore, de l'État palestinien par certains parlements et gouvernements européens. Donc le rôle de l'Europe restera minime, à moins que les Européens décident d'augmenter leur pression économique face à Israël. Est-ce que justement les Européens pourraient augmenter leur pression sur Israël, Maurice Fergan ? Je ne sais pas s'ils pourraient, mais ce qui est intéressant, c'est on peut souhaiter beaucoup de succès à la nouvelle chef de la diplomatie européenne, mais il y a un peu de naïveté justement avant son départ pour la région, où elle va passer 72 heures. Mogherini a déclaré qu'elle espérait obtenir d'ici la fin de son mandat, 5 ans,
un accord de paix entre Israël et Palestiniens quand on sait que ces discussions durent depuis plus de 20 ans. Alors on se pose des questions et on sait aussi que John Kerry risque d'être remplacé par Barack Obama et donc il va y avoir une concurrence entre le nouveau secrétaire d'État américain et la chef de la diplomatie européenne qui n'est pas Catherine Ashton. Et là, je ne sais pas comment les choses vont s'articuler entre les deux. Allez, on va retourner sur les tensions à Jérusalem et sur les derniers attentats qui ont eu lieu. L'attaque de Gush Etzion, dans la région de Gush Etzion, où 3 soldats ont été blessés lorsqu'une voiture leur a foncé dessus, serait en fait un accident. Regardez ce sujet, on en parle juste après. La thèse de l'accident désormais privilégiée, soupçonné d'avoir renversé 3 soldats israéliens mercredi soir, Hammam Massalmeh, 23 ans, nie depuis hier les accusations portées contre lui. Ce jeudi, la police a annoncé qu'elle était loin d'exclure ce scénario. Après s'être rendu ce matin, il est malgré tout toujours entre les mains des enquêteurs. Sur ces images de vidéosurveillance, on aperçoit le camion conduit par Hammam Massalmeh qui percute 3 soldats en faction. Vers 22h, il montait la garde à l'extérieur du camp de réfugiés palestiniens d'El Haroub, non loin de l'implantation juive du Gush Etzion. Un soldat est toujours dans un état critique et 2 autres sont légèrement blessés. Même si toute la lumière n'a pas encore été faite, le père du jeune Palestinien et un certain nombre d'autres membres de sa famille ont été arrêtés par les forces de sécurité israéliennes dans la nuit de mercredi. Un événement tragique qui relance la psychose à Jérusalem après l'attaque meurtrière de mercredi à la voiture bélier. À la jonction de Jérusalem-Est et Ouest, Ibrahim El Akari avait fauché avec sa voiture un groupe de piétons. Il avait blessé 9 personnes et tué un garde-frontière. Les funérailles du policier druze Jidan Assad se sont tenues aujourd'hui, rassemblant des milliers de personnes dans les rues. À Jérusalem, les autorités israéliennes ont donc décrété jeudi le renforcement drastique des mesures de sécurité. Après 2 attaques à la voiture bélier en 15 jours, des blocs de béton ont été installés pour protéger les abris pour les piétons le long de la ligne de tramway. Une mesure importante pour la population. Je me sens plus en sécurité aujourd'hui que je vois qu'ils ont installé des barrages routiers. Je souhaite ne pas en avoir besoin tout le temps, mais au moins on sait qu'ils sont là. Je vois qu'ils ont 3 types de sécurité, le personnel du tramway, la police et l'armée. Nous espérons qu'avec l'aide de Dieu, nous serons en sécurité. Alors que les autorités craignent une 3e intifada, le spectre de la violence semble donc toujours présent dans la ville 3 fois sainte. Ali Waked, est-ce qu'on a crié au loup trop vite dans cette histoire ? Oui, mais c'est normal. Il y a des vagues de violence. D'ailleurs, il y a à cette région de la Cisjordanie, à Yitzhar, il y avait un autre accident dont les Palestiniens ont accusé les Israéliens d'avoir commis un attentat à la voiture bélier, accusant un colon juif d'avoir tué une mineure palestinienne âgée de 6 ou 7 ans, à mon avis. 5 ans, ouais. Oui, mais donc il y a les politiciens qui ont cette mauvaise habitude d'accuser plus vite que les faits sur la terre et que les investigations des autorités policières et autres, mais ça reflète un peu l'ambiance de la manque de confiance entre les 2 communautés, entre les 2 leaderships palestiniennes et israéliennes. Et je crains, Eleonore, qu'on est juste au début de cette vague de violence, surtout à Jérusalem. Mettre l'accent sur Jérusalem sert la direction palestinienne, le leadership palestinien. La Cisjordanie est calme, Gaza, la bande de Gaza est relativement calme, et la vague de violence, les émeutes, les confrontations sont dans ce que les Israéliens appellent leur capitale unie. Pour les Palestiniens, ça reflète le fait qu'il n'y a rien d'uni à Jérusalem. Même la société israélienne n'est pas unie sur Jérusalem. Et ce qu'on entend ce matin et les jours précédents de la part des politiciens israéliens, plus de mesures de sécurité et ouvrir un dialogue avec les notables palestiniens, comme aussi l'a soulevé ici Daniel Haïk il y a 2 soirées, ça reflète la manque de compréhension de la société palestinienne à Jérusalem de la part des politiciens israéliens. Il s'agit ici d'une nouvelle génération. Est-ce qu'on a parlé aux notables de Tel Aviv pour essayer de calmer la campagne de protestation sociale à Tel Aviv? Non, on sent bien que Jérusalem concentre quand même autour d'elle toutes ces tensions. Rien que ce matin, de nouvelles mesures de précaution ont été prises puisque les fidèles de moins de 35 ans ne sont pas autorisés, en tout cas ce matin, à se rendre sur l'esplanade des mosquées ou sur le mont du Temple. De l'autre côté, les Palestiniens appellent à une nouvelle journée de protestation. À qui doit-on, et j'aimerais poser cette question à vous deux, à qui doit-on interdire finalement l'accès au mont du Temple pour avoir la paix ?
Il faut l'interdire à personne, Éléonore. Il faut permettre à tout le monde d'y avoir accès à condition qu'ils respectent les accords écrits ou non écrits entre les côtés qui sont responsables de l'esplanade des mosquées. Donc gardez le statu quo. Maintenant, M. Netanyahou a promis au roi Abdullah que le status quo ne sera pas changé. Le problème, c'est qu'il y a un nouveau status quo qui est là. Le fait qu'il y a de plus en plus des pèlerins, des visiteurs juifs qui prient avec un soutien du parti au pouvoir, du Likoud. Il faut comprendre, il faut expliquer aux Jordaniens que là, l'ancien accord d'avoir des visites exclusivement touristiques sans prière, on veut le discuter, mais imposer ça et puis commencer une négociation sur le droit des Juifs à prier sur l'esplanade des mosquées, ce n'est pas acceptable ni aux Palestiniens ni aux Jordaniens, surtout dans un moment où il y a des éléments qui cherchent, avec prière ou sans prière, à enflammer la situation. Mais il y a quand même un double langage, Daniel. Hein. Oui. Juste un mot sur ce double langage de Benjamin Netanyahou, parce que d'un côté, il dit oui, on promet, on va garder le statu quo, et de l'autre côté, on sent qu'il ne condamne pas vraiment ces manifestations, ou en tout cas cette demande de certains Juifs de venir prier sur le mont du Temple. Non, il y a un fait clair. Le statu quo, il n'est respecté que sur un point. Depuis 47 ans, il n'est respecté que sur un point, sur le refus, l'interdiction des Juifs de prier sur le mont du Temple. Et aujourd'hui encore, les Juifs ne prient pas sur le mont du Temple. C'est les militants de la droite radicale nationaliste qui montent sur le mont du Temple ne prient pas. Ils n'ont même pas le droit. Ils n'ont même pas le droit de murmurer une prière ou un psaume. Et lorsque l'on dit modification du statu quo, c'est faire abstraction. On a bien vu ces manifestations ces derniers jours. C'est ce qu'ils demandent. Prier, ce qui serait logique, étant donné qu'il s'agit du lieu le plus saint du judaïsme, que l'on puisse prier sur place, et pas seulement que ce ne soit pas que les musulmans qui puissent prier, mais aussi les juifs. Ça aurait été logique. Oui, mais maintenant, pourquoi ils n'auraient pas le droit justement d'aller prier ? Pourquoi cette interdiction? Est-ce qu'il y a une raison religieuse à cela? Il y a, je répète, il y a 200 mètres de là, Éléonore, une petite mosquée dans la ville de Jaffa. Vous êtes juif, autres, vous pouvez avoir accès à la mosquée, mais vous ne pouvez pas prier dans la mosquée si ce n'est pas une prière musulmane. Donc ce refus, il n'est pas exclusif aux mosquées d'Al-Aqsa. Maintenant, selon la théologie islamique, tout le compound, tous les milliers d'hectares de la mosquée fait partie du lieu saint de Haram al-Sharif. Et dans Haram al-Sharif, la mosquée d'Al-Aqsa est une petite partie. Il y a la mosquée al-Marwani, il y a des écoles religieuses islamiques, etc. Donc il y a une situation très compliquée. Moi, je comprends que certains juifs voient dans cette place la place la plus sainte au judaïsme. Il est temps donc d'ouvrir un dialogue entre religieux, un dialogue entre directions politiques, mais de ne pas imposer un status quo politique. Maintenant, le fait que les Israéliens parlent, on ne veut pas changer le status quo, c'est faux de la base parce qu'il y a un nouveau status quo maintenant, un nouveau status quo qu'il est temps à négocier. Maintenant, les négociations sur ce nouveau status quo, on les voit par des émeutes c'est vrai qu'il y a un nouveau statu quo, mais ce statu quo, il est en érosion au détriment d'Israël depuis plusieurs années. Je donne un exemple, la fameuse passerelle des Mougrabim, des Maghrébins, qui est le seul qui permet l'accès, la porte des Maghrébins, qui est précédée par une passerelle. Cette passerelle a été détruite dans des conditions météorologiques il y a une dizaine d'années. Elle n'est pas du tout sur l'esplanade du mont du Temple, elle est sur l'esplanade du mur occidental, en contrebas. Normalement, la logique voudrait que, pour des raisons techniques, on puisse permettre de restaurer cette passerelle. Or, la Jordanie, dont on parle beaucoup, interdit formellement à Benjamin Netanyahou, à Israël, de modifier là encore le statu quo, alors que le statu quo n'a rien à voir ici dans cet endroit précis. Ça veut dire qu'il y a une érosion, une érosion de la position de la souveraineté, on va dire, israélienne, non seulement sur le mont du Temple, mais aujourd'hui, la Jordanie réclame même une forme de souveraineté sur cette passerelle qui est à l'extérieur du mont du Temple. Elle n'est pas à l'extérieur du mont du Temple, elle fait partie de la passerelle. Le mur de lamentation, c'est le mur occidental
l'esplanade des mosquées. La passerelle est à l'extérieur du mont du Temple. Oui, mais elle accroche où? Elle accroche sur le mur occidental. Mais on comprend que c'est quelque part un peu mesquin de s'occuper là. Lorsque Israël veut restaurer une passerelle qui a été détruite par la neige il y a 10 ans. Ce n'est pas mesquin quand le service secret jordanien voit qu'est-ce que ça fait. J'aimerais juste qu'on parle du rôle justement de la Jordanie sur le mont du Temple, sur l'esplanade des mosquées. On voit bien qu'à chaque fois que les tensions reviennent autour justement de ce mont du Temple, la Jordanie intervient. Quel est le rôle de la Jordanie finalement? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une souveraineté jordanienne sur cet espace, à travers sur le ces Waqf, 700 mètres, à travers le Waqf, à travers oui. la police jordanienne, à travers le Waqf. Historiquement, la dynastie hachémite se considère comme une dynastie descendante du prophète Mohammed. Il y a une certaine compétition entre les Saoudiens et les Jordaniens sur qui sont les premiers descendants du prophète. Et saisir la responsabilité de l'esplanade des mosquées pour les Jordaniens, c'est un privilège contre les autres dynasties islamiques, contre les autres musulmans, surtout face à l'Arabie Saoudite. Le contrôle aujourd'hui, ces 700 mètres qui posent tellement de problèmes. C'est la Jordanie qui contrôle cet espace. tout le compound de l'esplanade de mosquée, non pas seulement Al-Aqsa. Les quelques centaines d'employés civils, de fonctionnaires du Waqf sont des salariés du gouvernement jordanien. On peut voir partout dans les petites kiosques de surveillance les photos du roi Abdullah et non pas du président palestinien Abu Mazen. Et donc, il faut faire attention. La Jordanie, qui est un allié stratégique d'Israël dans la région, partage les mêmes craintes du radicalisme djihadiste islamique, se voit obligée à adopter une rhétorique très violente face au changement du status quo de la part du côté israélien. La dernière chose que veut le roi Abdullah, c'est de voir cette tension à Jérusalem nourrir, alimenter des éléments radicaux dans le royaume. Je suis obligé de préciser une chose concernant la Jordanie. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Jordanie, il y a des relations entre Israël et la Jordanie et qu'il faut les préserver et que le dialogue est bon entre Binyamin Netanyahou et le roi Abdallah. Mais comme on parle du mont du Temple et que l'on parle d'histoire et que l'on parle de religion, impossible d'oublier que la Jordanie était effectivement souveraine entre 1948 et 1967 sur cette esplanade, mais sur toute cette région, sur toute la partie est de Jérusalem. Sur toute la Cisjordanie aussi. Et qu'on ne peut pas oublier, lorsque les Israéliens ne l'oublient pas, ou certains ne l'oublient pas, le cimetière du Mont des Oliviers, qui est en contrebas de l'esplanade du Mont du Temple, a été profané à cette époque, entre 1948 et 1967, par les Jordaniens qui ont utilisé des dizaines de milliers de pierres tombales pour en tracer la route entre Jérusalem et Jéricho. Lorsque l'on exige d'Israël un respect des lieux saints musulmans, il faut qu'on soit totalement clean, il faut que l'on soit qu'on n'ait aucune faute à cet égard, et que cette faute on l'a oubliée, cette faute de la Jordanie, cette profanation de la Jordanie, peut-être on l'a un peu oubliée, et je crois qu'il faut le rappeler aussi aujourd'hui. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, Jérusalem, le mont du Temple, l'esplanade des mosquées suscite toujours autant de désaccords et de tensions. Restez avec nous, un court journal et on revient dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être toujours avec nous. Je vous le disais en première partie, le mont du Temple ou esplanade des mosquées continue de cristalliser les tensions. Alors pour tenter d'y voir plus clair, une équipe d'I24 News s'est rendue à cet endroit et a filmé en caméra cachée, bien entendu, puisque c'est le seul moyen de pouvoir filmer sur le mont du Temple. C'est un reportage exclusif pour I24 News signé Mathias Inbar, Ethan Haddock et Julia Ganancia. C'est par cette seule entrée, la porte des Maghrébins, que les non-musulmans peuvent monter sur le mont du Temple. Les touristes d'un côté et les juifs israéliens de l'autre. Ces derniers sont encadrés par les forces de police. Aucune prière ne sera autorisée, aucun livre de prière non plus. Nous montons sur un petit pont de bois et puis, en haut des marches, la tension est palpable. Les journalistes ont l'interdiction de filmer, c'est donc à l'aide de mini-caméras et caméras cachées que nous sommes allés visiter les lieux. Surveillés de près par un responsable du Waqf, organisme jordano-palestinien qui contrôle les lieux saints musulmans.
Nous sommes alors encadrés par 2 policiers, un corridor de sécurité qui se rétrécit au fur et à mesure que des cris d'Allah Akbar, Dieu est grand, se font entendre. Baruch Lior fait partie de ces fidèles juifs qui montent régulièrement sur le mont du Temple. Une visite qualifiée d'acte de guerre par les Palestiniens. Lui s'en défend. D'ici, de cet endroit-là, toute notre vie en tant que peuple juif, toute notre vitalité juive, toute notre histoire juive débute ici. Il n'y a aucune possibilité de renoncer à ça. Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, parle lui aussi de provocation contre-productive et d'incitation à la violence. Là aussi, Baruch Lior se dit étonné de ces accusations. Je ne sais pas, vous voyez une incitation à la violence là? Nous on est là. Si je pouvais, je dirais quelques versets des psaumes. Je ne le peux pas, donc je ne le fais pas. Je ne vois vraiment pas où il y a là une incitation à la violence. La visite continue, mais cette fois sans cri, comme si des consignes avaient été données pour instaurer un calme relatif. La marche est balisée et au milieu de ce contraste entre fidèles juifs et musulmans, d'un côté une décharge sur ce lieu saint et plus loin des enfants palestiniens qui jouent dans leur cours d'école. Ces Arabes se disent excédés par ce qu'ils qualifient de violation du statu quo et de l'utilisation politique de ces visites, comme si aucune solution n'était envisageable entre 2 peuples qui revendiquent leur appartenance sur cette terre sainte. Le Saint des Saints pour les Juifs, la mosquée Al-Aqsa pour les musulmans, ce lieu de plus de 3000 ans, lieu de complexité et surtout de division entre les communautés juives et musulmanes dans Jérusalem. Voilà, on va tout de suite en parler justement avec Mathias Inbar qui a filmé ces images pour nous, pour i24 News. Mathias Inbar, vous êtes en ligne avec nous. Alors, on voit bien qu'à la fin, un policier essaye de vous faire partir. Comment avez-vous réussi finalement à finir de vous faire filmer sans être obligé de partir? Eh bien, écoutez, nous avons filmé je suis au moment de... Je suis désolé, à Avigdor Lieberman. Federica Morgherini vient de rentrer dans la salle. Je vais essayer de... Mauvais timing. Mauvais timing, mais je vais essayer de vous répondre à la question de... Tout simplement, nous avons filmé en caméra cachée et caméra GoPro qui était sur nous. Et nous avons donc réussi à filmer ces images plutôt rares et exclusives et vraiment prendre en instantané cette scène, ce qui était incroyable, et vous le voyez à la fin. Bon, Mathias, on voit bien, on vous entend mal et on voit bien que effectivement vous ne pouvez pas trop vous exprimer, donc on reviendra vers vous en 3e partie d'émission. Merci Mathias. Beaucoup. Merci, au revoir. Alors Daniel Haïk, c'est tellement important pour les Juifs d'aller prier, d'avoir accès à ce mont du Temple. Pourquoi ? D'abord, sur le principe, oui, c'est important de manifester une souveraineté. Parce que, tout simplement, en 67, eh bien, cette partie de la ville a été conquise par l'armée israélienne. Et finalement, la véritable réunification de Jérusalem, elle passe par une souveraineté juive sur le mont du Temple. C'est véritablement un grand symbole. À défaut, eh bien, on s'est contenté du mur occidental. Mais dans l'absolu, le lieu le plus saint pour le judaïsme, eh bien, c'est l'esplanade du mont du Temple. Et donc, quelque part, c'est effectivement important. Ce qu'il faut préciser, c'est que des rabbins, il y a une véritable polémique, un grand débat rabbinique depuis longtemps quant à la sainteté de ce mont du Temple. Il y a certains rabbins, la plupart, on va dire l'immense majorité des rabbins, affirment qu'il y a sur le mont du Temple une sainteté qui ne permet pas aux Juifs de venir s'y promener. Mais il y a de plus en plus de rabbins au cours des dernières années, ce sont des rabbins de la mouvance sioniste et religieuse qui ont constaté qu'il y avait un effritement justement de cette souveraineté d'Israël sur le mont du Temple, qui ont dit qu'il fallait peser le pour et le contre et peut-être mettre un peu de côté l'interdiction concernant la sainteté pour essayer de renforcer la nécessité d'une souveraineté juive sur le mont du Temple. Et donc il y a de plus en plus aujourd'hui de rabbins qui affirment qu'il y a certains endroits du mont du Temple où il est possible de se promener. L'esplanade, contrairement à ce qu'a dit Ali pour les musulmans, ce n'est pas un tout. L'esplanade cette esplanade du mont du Temple comporte 14 hectares. Il y a dans ces hectares, sur ce terrain, il y a des zones qui sont
plus saintes et des zones qui sont moins saintes ou qui n'ont pas de sainteté. Et donc, dans les zones où il n'y a pas de sainteté, les Juifs peuvent se promener en toute logique et exprimer donc et manifester leur souveraineté. C'est quand même un domaine qui crée beaucoup de tensions. Le gouvernement et Binyamin Netanyahou en tête n'exprime pas une position très claire sur ce mont du Temple, puisque on sent bien qu'il essaye de préserver les relations avec la Jordanie, notamment en disant « Vous inquiétez pas, on ne va pas changer le statu quo », ce à quoi Naftali Bennett a répondu qu'Israël perdait sa force de dissuasion et sa souveraineté, justement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce statu quo, on a dit, il a été modifié au cours des dernières années, des 40 dernières années. Binyamin Netanyahou a promis au roi Abdallah... Il a été modifié par les musulmans du Waqf. Il n'a pas été modifié par Israël. Au contraire, justement, je l'ai expliqué, il y a eu moins de présence, moins de souveraineté juive ou israélienne sur le mont du Temple. De telle sorte que, par exemple, les forces de sécurité israéliennes ne montaient sur le mont du Temple que lorsque vraiment il y avait des émeutes sérieuses. Donc, quelque part, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de changement radical. Il y a un effritement de la souveraineté d'Israël sur le mont du Temple et une volonté de certains, on va dire, nationalistes, de droite, religieux, de réaffirmer cette souveraineté en pénétrant, en organisant ces visites. Ce sont des visites... Est-ce que vous êtes d'accord que la situation échappe à Israël, qu'Israël a perdu sa force de dissuasion, comme lui reprochent beaucoup de ministres et de personnalités politiques à droite ? À force, justement, de vouloir respecter ce statu quo qui n'a pas été modifié, c'est-à-dire alors que depuis 47 ans, il s'est passé énormément de choses à travers le monde, la seule chose qui n'a pas été modifiée apparemment, ça devrait être ce statu quo. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de repenser ce statu quo. Peut-être que ce statu quo n'est plus adapté à une certaine réalité. Je vais dire peut-être quelque chose qui est un peu plus profond au niveau de l'analyse même de la société israélienne. Pour Moshe Dayan, qui est en fait le père, l'instaurateur de ce statu quo, eh bien, le mont du Temple, tout cet aspect religieux n'était pas véritablement important. Aujourd'hui, dans la société israélienne, il y a un réveil religieux. Il y a, pas seulement dans la mouvance sioniste religieuse, mais il y a aussi même, et on le voit à travers les électeurs du Likoud, à travers même ces députés du Likoud qui veulent monter sur le mont du Temple, il y a un réveil religieux et il y a un changement qui s'est produit dans la société israélienne, il y a un changement qui se produit dans le monde arabe. En 67, il n'y avait pas le réveil islamique qu'il y a aujourd'hui dans le monde arabe. Donc le débat passe d'un conflit nationaliste à un conflit d'ordre religieux. Et donc il faut que quelque part on redéfinisse peut-être les conditions d'accession au mont du Temple et de peut-être éventuellement même donc de prière, un peu comme cela s'est fait donc sur le caveau des patriarches. Redéfinir l'accès au mont du Temple, c'est le mot du jour. On a vraiment quelques secondes, hein, Daniel. Pour vous dire que le mont du Temple, c'est l'histoire, et que dans la section de la semaine que on lira demain dans les synagogues, eh bien, on parle du mont Moria. C'est là que Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac, et c'est donc l'histoire et l'actualité qui se rassemblent donc dans ce petit terrain de 14 hectares. Vous l'aurez compris, le mont du Temple, l'esplanade des mosquées, un lieu sacré pour les Juifs comme pour les musulmans. Allez, on passe tout de suite aux 5 clics avec Betsabé Salem. Bonjour Betsabé. Bonjour Éléonore. Alors on ouvre ces 5 clics sur cet accord secret entre le Luxembourg et des centaines de multinationales, des accords fiscaux. Des accords fiscaux secrets, effectivement, c'est ce que révélait hier Le Monde, entre autres après une longue enquête que Le Monde a menée avec 40 autres médias ainsi qu'un consortium de journalisme d'investigation. On parle de pratiques qui concernent 340 entreprises et parmi lesquelles des entreprises au cœur de l'économie, Ikea, Apple, Amazon, JP Morgan, FedEx et bien d'autres donc, qui ont signé donc, avec le Luxembourg une série d'accords fiscaux secrets depuis 2002 à 2010. C'est ce que l'enquête a montré et qui ont fait gagner au Grand-Duché des milliards d'euros. Alors c'est légal, certes, mais c'est nocif, bien sûr, comme l'explique Le Monde. Bien sûr, la démarche du Luxembourg s'est faite au détriment de ses voisins, nous explique notamment le Guardian, et de quoi embarrasser, bien sûr, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui, je vous le rappelle, était lui-même Premier ministre du Luxembourg de 1995 à 2013. Juncker qui, depuis hier, est dans la presse fragilisé, dans une position embarrassante, nous dit la Deutsche Welle. Ça, c'est pour les plus sympas. Sinon, vous avez devenu un équilibriste sur le banc des accusés, nous dit Le Monde, ou encore le dirigeant européen qui met les pieds dans le plat. Ça, c'est les Échos. Allez, le virus Ebola, Facebook s'intéresse au virus Ebola. Vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, Mark Zuckerberg, vous vous en souvenez, en octobre
octobre avait dit qu'il mettait la main à la poche, 25 millions de dollars pour la lutte contre Ebola. Alors Zuckerberg a décidé de vous aider à faire pareil si vous voulez. Les Échos expliquent que dès la semaine prochaine, vous aurez un bouton qui apparaîtra en haut du fil d'actualité de votre compte et vous permettra de faire un don à une des associations qui luttent contre Ebola. Alors ça intéresse notamment les Américains. CNN s'est penché dessus et d'ailleurs CNN précise que Facebook ne s'arrête pas là. Il va collaborer avec UNICEF afin d'informer carrément les internautes des pays touchés par le virus. Et alors dans les autres pays, en attendant, alors tout est prétexte à la psychose, bien sûr, comme aux Canaries où l'arrivée d'un groupe de migrants sur une plage accessoirement nudiste, Éléonore, a créé la panique chez les touristes, des Africains qui avaient débarqué avec 42 fièvres et en plus les employés de Médecins sans frontières de la Croix-Rouge qui leur a apporté de la nourriture et de l'eau étaient munis de masques de protection contre le virus, donc ça a créé la panique. Les autorités locales ont néanmoins annoncé que les individus testés n'étaient pas porteurs du virus. Allez, les militaires américains aussi inquiets, mais pas par le virus Ebola. Voilà, alors depuis 2003, 600 militaires au moins auraient fait part au personnel médical de leur crainte d'avoir été exposés à des agents chimiques en Irak, alors en cause notamment des armes chimiques laissées par les Américains eux-mêmes dans leur intervention en Irak dans les années 80, explique le New York Times qui avait mené lui-même cette enquête et découvert le sujet. Alors bien sûr, ne sont pas touchés que les soldats américains, mais aussi des soldats irakiens et même des civils irakiens. Alors le Pentagone n'avait pas vraiment réagi jusqu'à présent, mais comme le New York Times a un peu dévoilé cette affaire, effectivement, ils ont pris les choses en main. Il y avait notamment un numéro de téléphone maintenant pour permettre aux vétérans de se renseigner, de faire part de leurs symptômes avant qu'ils en fassent un petit peu plus. Voilà. On reste, on va en Europe où on parle de l'effet nocif de la 3D. Voilà, des effets nocifs surtout sur les enfants. Attention, ces effets qui amusent tant auraient un impact négatif sur notamment la vision des jeunes, si ce n'est leur cerveau. Alors ça tombe mal puisque depuis 10 ans, la 3D, ça a révolutionné non seulement les ordinateurs, les télévisions, mais aussi les téléphones portables. Alors un groupe d'experts français, mais la 3D, ça concerne tout le monde, a abouti à cette conclusion rapportée par le Figaro. Pas d'exposition aux enfants de moins de 6 ans et une exposition limitée aux enfants de moins de 13 ans. Alors certains adultes se plaignent de maux de tête, de fatigue oculaire, d'yeux rougis. Je ne sais pas si ça vous concerne, si vous avez beaucoup d'utilisation de la 3D, mais en tout cas pour les enfants, ce sont les mêmes symptômes, sauf que les enfants ils se plaignent moins, surtout quand ils aiment bien un jeu. Et une ophtalmologue reprise par le Huffington Post déclare même qu'il y aurait des risques beaucoup plus importants sur les lunettes à réalité augmentée de type Google Glass avec des troubles sensoriels graves. Donc attention aux nouvelles technologies. Allez, on finit sur des conseils pour les réseaux sociaux. Comment se comporter sur les réseaux sociaux ? Voilà, pour éviter de devenir un troll sur Internet, c'est-à-dire que tout le monde va vous tomber dessus et vous accuser de tous les maux ou vous moquer de vous. Alors, Fast Company, ce site vous donne ces espèces de 10 commandements, 10 habitudes qui vous feront haïr de tous. Donc ça, c'est à ne pas faire. Alors, c'est sympa, du coup, ça a été repris par Slate. Du coup, on sait, il faut éviter de se vanter non-stop et à l'inverse, on évite de raconter sa vie à tout va, de s'épancher sur ses humeurs. Je suis sûre que ça vous rappelle plein de statuts que vous avez vus plus ou moins récemment avec cet exemple justement fourni par Slate. Votre tweet de la veille ne regarde pas machin truc, accessoirement Head of Marketing Department chez Johnson & Johnson qui vous a followé la semaine dernière après votre présentation. Oui, les dangers des réseaux sociaux et exactement. Des enfants, ça peut avoir sur le monde du travail. Alors, avant de se quitter, s'il n'y avait qu'une règle à retenir, bon conseil, le filtre entre votre pensée et vos paroles doit retenir plus de matière indésirable que dans les vrais rapports et non l'inverse. Exemple, avant de vous en prendre à une catégorie de personnes ou d'émettre une opinion politique, demandez-vous toujours si vous le feriez devant 100 collègues de travail. Merci beaucoup Bessabé Salem, merci sage à vous réflexion. De sage réflexion, Daniel Ek, d'avoir été avec nous. Restez avec nous, dans un instant on reviendra sur l'interview accordée par François Hollande hier sur TF1. Le président français a promis de ne pas se représenter en 2017 si il n'arrivait pas à inverser la courbe du chômage. On en parle dans quelques minutes, restez avec nous. Il
Il est 9h12 à Tel Aviv. Bonjour à tous. C'est l'heure de revenir sur l'intervention de François Hollande hier. Une intervention qui était très attendue par tous les médias. On en parle avec vous, Betsabé Salem, ce matin. Oui, alors d'autant que c'est un président dont la popularité est au plus bas. Les médias ont insisté. Et un président qui touche le fond, nous disait carrément le Huffington Post hier, lui préparant le terrain d'une certaine façon, avec ce résultat 12% d'opinion favorable selon le baromètre YouGov du mois de novembre. Maintenant c'est 12% selon le sondage qui a été réalisé pour le Huffington Post et iTélé. Alors pas de quoi aider le record de chômage. En plus, la barre était décidément haute hier soir pour François Hollande qui admet avoir commis des erreurs. On l'écoute. J'ai pu commettre des erreurs. Lesquelles ? Par exemple. Sur vous, pas sur la politique, vous en parlerez toute la soirée. Non, sur moi, façon parce que d'incarner la fonction. Parler de l'inversion de la courbe du chômage. C'est moi qui en ai parlé. Je vais dire que ça viendrait à la fin de l'année 2013. Ce n'est pas venu. Je m'en suis fait reproche. Pourquoi je m'en suis fait reproche ? Parce que c'était une espérance pour beaucoup. Alors la presse se rassure ce matin, intervention est pour ceux qui l'attendaient au tournant, eh bien une intervention ratée. C'est ce qu'explique notamment le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Roquette, qui affirme d'ailleurs que s'il y a une surprise, c'est que justement il ne s'est rien passé hier soir, alors qu'Hollande avait le champ libre pour s'exprimer 2 heures avec 3 journalistes, avec 4 citoyens lambda, mais finalement aucune annonce, aucun tournant. Il a quand même promis de ne pas se représenter si la courbe du chômage n'était pas inversée. En tout cas, les médias trouvent que c'est un président qui est à côté de la plaque. Le Monde décode les erreurs de François Hollande une à une. Après, on peut discuter de la gravité de ces erreurs en 2 heures de discussion, telles que par exemple, les grenades offensives comme celle qui a tué Rémi Fraisse fin octobre ont déjà tué en 77 quelqu'un d'autre. Donc les journalistes se sont amusés à les décoder. Les petites erreurs. Pour Libération, c'est la faute au format en fait de la dite émission qui s'est refermée en fait sur Hollande comme un piège. Hollande a évité le clash avec ses interlocuteurs, des Français dits ordinaires donc, mais du coup les échanges ont été ternes, pas de dérapage mais pas de relief non plus. Voilà, c'est ce que la presse en a retenu. Un goût de revanche aussi après les moqueries, les insultes même de Sarkozy révélées par la presse ces derniers jours. Alors un vague goût de revanche, du coup une revanche qui a été plutôt classe quand même, puisque même si Hollande a ironisé à plusieurs reprises sur son adversaire, eh bien il n'a jamais cité son nom dans ce fameux livre sorti hier donc par 2 journalistes du Parisien sur toutes ces phrases chocs données par Sarkozy ces dernières années, comme par exemple Hollande est un mangeur de frites, mal fagoté. Eh bien le président a voulu répondre. Moi je refuse la vulgarité, c'est une des formules qu'il a utilisées. Et puis abordant le sujet de 2017, le chef d'État a moqué, je cite, ces gens qui sont candidats pour tout à tout, et même quand ils ont déjà été, ils veulent encore être candidats. On a bien compris qu'il parlait de Nicolas Sarkozy. Petit pic, un autre. On va justement en parler avec Mickaël Darmon, consultant et journaliste politique. Bonjour Mickaël, vous avez regardé hier soir cette intervention comme beaucoup de Français. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'en ai pensé que l'exercice était raté, puisque on attendait de François Hollande au moins une grande explication et ensuite une accélération, comme le demandent beaucoup de Français à travers les derniers sondages, de ces réformes, de façon à donc pouvoir rattraper tous les retards et toutes les difficultés. Et on a vu un président qui a été flou dès le début sur les questions de sa vie privée, qui d'ailleurs de manière assez surprenante démarrait l'émission, puis ensuite n'étant pas capable de pouvoir donner des visions, des grandes lignes sur la manière dont il avait dont il veut gérer donc la fin de son mandat. C'était ce genre d'émission de télévision qui était conçue pour créer un avant et un après et faire un électrochoc alors que son quinquennat est son action dans une sorte de comme artificielle, mais en réalité on est resté de manière assez plate sur la même situation. Alors un mot peut-être, on parlait des pics justement, il y a eu un autre pic contre Manuel Valls, il l'a un peu rangé au rang d'exécutant. C'est pour affaiblir celui qu'on considère comme un rival politique pour François Hollande ? Non, je ne dirais pas ça, pardonnez-moi, mais il a au fond reprécisé la répartition donc, des rôles au sein donc, de son
son exécutif, parce que, à la différence de la fameuse phrase de Jacques Chirac qui avait dit de Nicolas Sarkozy je décide, d'exécute, François Hollande a commencé à parler d'équipe, en disant donc qu'on était dans une équipe et qu'ensuite il y avait des rôles qui étaient répartis et que lui donc gouvernait. Ce qui était intéressant dans ce moment, c'est qu'il a assumé peut-être enfin que dans le quinquennat, eh bien, c'est le président qui gouverne et qu'on a changé aussi de ce point de vue-là d'époque sur le plan des institutions et peut-être d'ailleurs, mais il n'a même pas esquissé, mais en tout cas peut-être ça veut dire qu'un jour, eh bien, un président qui gouverne sera aussi capable peut-être d'aller défendre son projet devant l'Assemblée nationale, alors qu'aujourd'hui ça avait interdit dans la Ve République. Moi j'ai beaucoup plus vu ça. On a cru déceler des tensions ou des petites divergences entre Manuel Valls et François Hollande ces derniers temps, mais on n'est pas dans une guerre entre les deux pour prendre la place. Aujourd'hui, dans l'esprit de Manuel Valls, il n'est pas de doute que, jusqu'à preuve du contraire, c'est François Hollande qui sera le candidat pour 2017. Simplement, François Hollande a bien lu aussi les sondages, les Français lui demandent de prendre la main, et Manuel Valls a bien lu les sondages, et c'est vrai aussi que François Hollande, s'en souvient, avait dit à Manuel Valls qu'il fasse du Valls. Donc en fait, chacun est un peu dans sa feuille de route. Chacun a suivi sa feuille de route. Merci beaucoup, Mickaël Darmon, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Au revoir. Demain soir, Social Blog, le magazine des nouvelles générations, sur i24 News, s'intéressera à ces mères. Elles sont nombreuses qui tentent de concilier vie professionnelle et vie de famille. Alors, le nombre de mères au foyer est réparti à la hausse. Vous irez à la rencontre d'Adi et de Lorraine. Elles ont la trentaine, des enfants et des bons diplômes. On va tout de suite regarder un extrait. Ce sera sur Social Blog demain. Mon nom est Adi Oz, Lorraine Benchouchan. J'ai 38 ans, 33 ans. Je suis rédactrice en chef de Hat Magazine. J'ai 2 fils. J'ai 4 enfants et je suis femme au foyer. Je choisis de rester à la maison et non d'avoir une carrière. C'était un choix que je n'ai pas pris tardivement. En même temps, c'était le bon choix pour moi et la famille. Le nombre de mères actives aux États-Unis a depuis les années 80 fait un bond impressionnant. Mais depuis 10 ans, selon le centre de recherche Pew, les mères de famille travaillent plus d'heures tout en passant plus de temps à la maison avec leurs enfants. Une statistique qui semble impossible, mais qui sonne comme un symbole de la complexité grandissante du rôle de mère. Une mère qui veut à la fois réussir dans sa carrière et assumer pleinement sa maternité. N'importe quelle mère qui travaille comprend cette situation. Cela nécessite d'intégrer constamment les deux mondes. Travailler pour réussir sa carrière ou exceller dans le rôle de mère, c'est la question qui se pose aux femmes qui aujourd'hui semblent être plus stressées, plus coupables et plus frustrées qu'avant. Travailler pour réussir sa carrière ou exceller dans le rôle de mère, les moments où je me sens profondément coupable sont quand je me mets en colère soudainement contre mes enfants à cause du stress que je subis au travail. Et si à cause du travail je me sens vraiment fatiguée ou que je n'ai aucune énergie pour eux, les moments où je suis avec eux, mais pas vraiment à cause du travail, je m'en veux terriblement. C'est dur à accepter. Aujourd'hui, plus de femmes décident de rester à la maison. Des mères, comme Lorraine, qui malgré ses nombreux diplômes, ont choisi de ne pas travailler. En devenant maman, nous avons beaucoup de choses à surmonter, émotionnellement et physiquement. Il y a un certain défi intellectuel auquel nous, les femmes diplômées, ne sommes pas forcément habituées. Donc la question est de savoir comment se créer ses propres opportunités au sein même du foyer. Donc quand tu restes à la maison, tu consacres du temps à ton épanouissement personnel. Tu dois être motivée pour ne pas devenir folle. Plus c'est amusant, plus tu apprécies. Parfois, il m'arrive de n'avoir aucune conversation en une journée. C'est une réalité. Bethsabée, qu'est-ce que vous pensez de ces femmes qui réussissent à allier vie de travail et vie de famille? Vous en faites partie, je crois.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si je réussis. Non, je pense pas grand-chose. Chacun sa formule. Je pense que la réussite... Il y en a de plus en plus quand même aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire réussir, surtout Non, pas réussir, mais qui réussissent. C'est-à-dire qui c'est allie vie de travail un et vie de défi de famille. tous les jours, en tout cas. Après, il y a d'autres défis dans la vie, certainement plus difficiles que ça. Effectivement, c'est pas facile. Bon, on accueille Laura Duhamel. Bonjour Laura. Bonjour. On va parler avec vous du Burkina Faso et des derniers changements. Il y en a eu beaucoup ces dernières semaines. Le départ de Blaise Compaoré qui a réveillé les vieux démons. Vous allez nous en parler, qui relance le débat sur la France-Afrique. Oui, alors le départ de Blaise Compaoré, qui était l'homme des Occidentaux, a relancé effectivement dans les médias le débat sur la France-Afrique. Et c'est un débat finalement qu'on ne peut comprendre sans s'intéresser à son prédécesseur, un certain Thomas Sankara, qui a dirigé le Burkina Faso de 1983 à 1987. En 1987, il est assassiné et le meneur du putsch qui a mené à ce crime n'est autre que son propre frère d'armes, Blaise Compaoré. Alors Sankara et Compaoré, ce sont donc deux destins qui se sont croisés et qui marquent l'histoire du Burkina Faso. Alors c'était qui Thomas Sankara ? Alors Thomas Sankara, c'est le Che Guevara de l'Afrique. Aujourd'hui encore, il continue de fasciner au-delà des frontières du Burkina Faso. Thomas Sankara, c'est un homme qui a incarné la révolution burkinabé de 1983 et qui a conduit jusqu'à sa mort une politique d'affranchissement de son pays. On lui doit notamment le nom du pays. Le terme Burkina Faso a remplacé l'appellation coloniale de la Haute-Volta et il signifie le pays des hommes intègre. Et de fait, Sankara avait mené des réformes majeures pour lutter contre la corruption. C'est le seul président africain, par exemple, à avoir vendu les luxueuses voitures de fonction d'État pour les remplacer par quoi ? Par des Renault 5. Il a aussi beaucoup œuvré pour l'éducation, l'agriculture et le statut des femmes dans son pays. Et puis surtout, Thomas Sankara, c'est l'homme qui s'est opposé à l'influence des puissances néocoloniales en Afrique, en l'occurrence la France. Au Burkina Faso, c'est l'homme qui ne voulait pas de la France-Afrique. Et pourtant, Blaise Compaoré, qui lui a succédé, lui, était pro-occidental et a eu une politique justement d'ouverture vers l'Occident. Exactement. Les deux frères d'armes n'ont pas du tout suivi la même ligne politique. Sous la présidence de Blaise Compaoré, le Burkina Faso redevient un partenaire important des Occidentaux en général. C'est avec Compaoré qu'on entre dans l'âge d'or de la France-Afrique. La France-Afrique, cette sorte de réseau politico-affairiste qui règne sur l'Afrique après les indépendances des années 60. Et c'est donc ce rôle très pro-occidental joué par Compaoré qui explique que la France ait fermé les yeux sur ses crimes pendant ses 27 ans de règne. Pire, la France a continué de le recevoir avec tous les honneurs. Alors est-ce que... C'est pas le seul, c'est pas le seul du tout. On se souvient bien de Kadhafi. Est-ce que le départ de Compaoré signe la fin de la France-Afrique ? On peut dire ça. Alors, c'est encore difficile à dire parce que depuis samedi, après une période de troubles, c'est l'armée qui a pris le pouvoir, en l'occurrence le lieutenant-colonel Zida. Et l'opposition, la société civile ont contesté cette autorité des militaires. Mais pour l'instant, c'est ce qui se passe et c'est une période de transition qui s'ouvre. L'issue pour le Burkina Faso, elle est encore incertaine. Il semble en tout cas que oui, avec le départ de Compaoré, on signerait officiellement la fin de la France-Afrique, cette fin dont avait déjà parlé François Hollande en 2012. Mais aujourd'hui, finalement, d'autres défis ont dépassé ce débat. Le Burkina joue notamment un rôle essentiel dans la lutte anti-terroriste au Sahel. C'est le lieu d'ailleurs où Paris a concentré ses forces du renseignement militaire. Et donc actuellement, le débat sur la France-Afrique devient un peu has-been, si j'ose dire. C'est la lutte aujourd'hui contre le terrorisme qui est devenu le point central des relations entre la France et l'Afrique de façon générale. Et l'Afrique de façon générale. Alors justement, vous en parliez, cette transition militaire, le pouvoir militaire a promis aujourd'hui une transition démocratique, a promis de rendre les armes et de finalement passer par un accord civil. Est-ce que ça va se faire, vous pensez ? Est-ce qu'ils vont vraiment rendre les armes ? Alors il faut l'espérer. On connaît des périodes de transition qui n'ont pas abouti à une transition démocratique. Pour l'instant, le colonel Zida vient d'annoncer que la période de 12 jours de transition qu'avait demandé l'UA, l'Union africaine, n'était pour lui pas quelque chose d'obligatoire, quelque chose qu'il se tenait de respecter. Peut-être qu'il prendra moins de temps, peut-être qu'il en prendra plus. Ça veut tout dire. Ça veut dire notamment qu'on ne sait pas ce qui va sortir réellement de cette période de transition. Et oui, l'Union africaine qui a promis de montrer les dents et de mettre des sanctions si le pouvoir au Burkina Faso ne repassait pas justement aux civils dans l'espace de 15 jours, 12 jours, c'est ça ? 12 jours. Merci beaucoup
Laura Duhamel. Merci Betsabé Salem d'avoir été avec nous. Dans un instant, on parlera art avec Marie Sheikh. On s'intéressera à des œuvres d'un Israélien qui s'est rendu sur le site de la reconstruction des tours du World Trade Center et qui en a fait une œuvre d'art. On voit ça dans quelques minutes, mais juste avant, un nouveau journal présenté par Daniel Goldmink. À tout de suite. « 9h42 à Tel Aviv. Bonjour à tous et merci d'être toujours avec nous pour cette dernière partie du Morning. J'accueille ce matin Michel Mazel, bonjour. Bonjour. Marie Sheikh, bonjour également. On va parler avec vous, Michel Mazel, de ce dernier livre que vous avez écrit, La Maison du Pacha, souvenir d'une Israélienne au Caire aux éditions Elkana. Voilà ce livre. Alors vous êtes auteur de plusieurs livres, certains de fiction, d'autres pas. Celui-ci a la particularité d'afficher vos souvenirs. C'est un livre un peu autobiographique d'entrée de jeu, une période de votre vie riche en expérience. Vous étiez en Égypte, c'est exact? C'est ça. Et ce qui est de particulier, c'est qu'on a été 8 ans en Égypte en deux fois. D'abord en 1980, quand l'ambassade a été ouverte, et donc il y avait une euphorie extraordinaire. Et nous sommes revenus 15 ans plus tard, et l'ambiance avait totalement changé. Et c'était très intéressant pour moi de parler de ces deux périodes contrastées, non pas d'un point de vue politique, ça je le laisse à mon mari par exemple, mais de comment vous êtes femme aussi de diplomate bien entendu, voilà. Mais de raconter comment c'était d'Israël au Caire. Voilà, d'abord comment c'était d'arriver au Caire avec des enfants et de vivre au rythme de cette ville absolument fascinante. D'une part, de la première partie donc, et deuxièmement, de revenir et de voir le changement qui s'était produit. Une fois encore, pas sur le plan politique, mais du plan de la vie quotidienne. Vous savez, par exemple, arriver dans un pays comme l'Égypte, où il n'y avait pas d'ambassade avant, ça veut dire que vous ne trouvez absolument... Vous n'avez rien, vous ne savez pas, l'enfant est malade, où est-ce qu'on va trouver un médecin, vous ne savez pas où est-ce qu'on achète de la viande, vous ne savez absolument rien. Comment trouver quelqu'un pour vous aider. C'était tout à fait fascinant, mais dans cette première époque, il y avait quand même une ambiance. D'abord, l'euphorie que nous avions tous. On pensait que c'était le début, que c'était extraordinaire, que la paix allait régner. Et ensuite, il y avait une différence entre l'homme de la rue, puisqu'on parle beaucoup de l'homme de la rue, qui était extrêmement positif et tout à fait en faveur de la paix, et les élites, la bourgeoisie qui ne voulait absolument pas de nous. Mais dans cette première période, donc, tu étais conseiller, donc il n'était pas aussi en vue que l'ambassadeur, et donc on a eu une expérience extraordinaire et très positive. Les enfants étaient à l'école américaine, j'aurais préféré les mettre à l'école française, mais l'école française fermait le vendredi pour les musulmans et le dimanche pour les catholiques, elle était ouverte le samedi. Bon, c'était un peu difficile d'envoyer les enfants à l'école le samedi. Et l'école américaine, qui était un petit paradis, nous avons reçu, quand la petite avait 10 ans, une lettre nous disant qu'il y avait maintenant 19 élèves dans la classe. C'était absolument pas possible d'enseigner dans des conditions pareilles, et que par conséquent, on allait diviser la classe pour qu'on ne dépasse pas les 16. Ouais, alors, vous racontez autre chose dans ce livre. Bon, c'est des réminiscences du passé, bien entendu, mais c'est un livre qui témoigne aussi des relations entre l'Égypte et Israël, qui se sont réchauffées puis refroidies. Mais à l'époque, c'était quand même des relations assez chaleureuses, puisque c'était après les accords de paix. Encore une fois, c'était
ce n'était pas chaleureux. C'était chaleureux, si vous voulez, au niveau du petit peuple. Ce n'était absolument pas au niveau de la bourgeoisie et des élites, puisque dès le mois de juin, toutes les corporations passaient des lois interdisant à leurs membres d'être en contact avec les Israéliens, de visiter Israël, etc. Donc il y avait une énorme différence et qui s'est fait sentir, bien entendu, 15 ans plus tard. Mais surtout, par exemple, en ce qui concerne la maison, puisque je parle de cette maison du Pacha, comment nous sommes arrivés à cette maison du Pacha? Parce que l'ambassadeur de l'époque, Eliaou Ben Elissar, qui repose en paix, avait cherché pendant presque un an de trouver un appartement, une maison à louer en ville, et personne n'était prêt à louer, même à prix d'or, une résidence à l'ambassadeur d'Israël. Et finalement, c'est moi qui, nous habitions à Madi, c'est moi qui lui ai trouvé cette maison absolument fabuleuse. Et évidemment, si on m'avait dit à l'époque que j'aurais le privilège d'y habiter 15 ans plus tard, je ne l'aurais pas cru. Alors justement, à votre second séjour, vous prenez du grade, puisque vous êtes la femme de l'ambassadeur. Quelque chose a changé dans l'accueil des Égyptiens envers vous quand vous êtes venue justement la femme de l'ambassadeur? Oui. Alors, nous avons eu une chance extraordinaire de ce point de vue-là, parce que les amis que je m'étais faites dans la première période n'ont pas toutes eu, je dirais pas, n'ont pas toutes coupé les relations avec moi. Mais il y en a eu qui ont dit, écoute, on était ton ami quand ton mari était conseiller, maintenant qu'il est ambassadeur, ne nous invite plus, nous ne viendrons plus. Donc j'avais de la chance de connaître des gens qui ne m'ont pas tout de suite tourné le dos. Mais c'est certain que c'était une différence extraordinaire. Et surtout sur le plan sécuritaire, c'était épouvantable. Moi, je me souviens de voir Tzvi partir travailler dans sa voiture blindée. On nous avait expliqué gentiment que le blindage était tellement épais que si jamais il y avait un accident, on ne pourrait jamais nous en sortir. On sort toujours tout de suite très bien. Et avec un garde du corps israélien armé, un chauffeur israélien armé, et quand on sort de l'immeuble, il avait un camion avec des officiers égyptiens avec des fusils mitrailleurs et un deuxième... Bref, le parrain, c'était rien à côté. Alors vous savez, vous avez beau vous dire, bon... Ni les Israéliens, ni les Américains, ni les Égyptiens ne dépenseraient tellement de moyens pour le protéger s'il n'y avait pas quand même de raisons très sérieuses. D'ailleurs, il était l'objectif numéro 1 des terroristes au Caire avant l'ambassadeur des États-Unis, un honneur dont je me serais bien passé. Maintenant, il faut bien voir, personnellement, pour des raisons que je ne me suis jamais expliquées, on avait décidé que je n'avais pas besoin de protection. Alors, n'ayant pas besoin de protection, je pouvais me promener où je voulais et quand je voulais, et rencontrer les amis d'antan qui étaient encore prêtes à me rencontrer. Mais ce qui était étonnant, c'est que, par exemple, quand on déjeunait en ville et que quelqu'un arrivait, au lieu de dire « mon amie, la femme de l'ambassadeur », enfin, ça fait très bien, la femme de l'ambassadeur, c'était « mon amie, Madame Michel ». Parce que donc une relation de proximité avec les gens. Parce qu'il ne voulait pas dire votre poste. Voilà. Ou alors on me disait, oh écoute, tu es si sympathique que bien que tu sois israélienne. Bien que tu sois israélienne. Alors, mais je répète, la première partie, c'est la première partie quand on était avec les enfants, quand on a visité avec eux toute l'Égypte, quand on a vu leur enthousiasme, qui nous a donné beaucoup de courage pour continuer, ainsi que les contacts avec la communauté juive qui malheureusement depuis a pratiquement disparu. Merci beaucoup Michel Mazel pour ce témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, La Maison du Pacha, souvenir d'une Israélienne au Caire, aux éditions Elkana. Voilà, merci d'avoir été avec nous ce matin. On va partir visiter un musée maintenant. Vous le savez, il y a quelques jours, Israël commémorait les 19 ans de la mort de Yitzhak Rabin, ancien Premier ministre israélien assassiné. C'est une grande figure de la paix. Nous allons voir avec Nourit Cohen-Levinovski comment la jeune génération a appréhendé cet homme de paix. Voici ce reportage signé Sandy Fortis. Nous sommes en plein cœur de Tel Aviv. Derrière moi, le centre Yitzhak Rabin. Il a été fondé en 1997 sur décision de la Knesset, le Parlement israélien. Son but, transmettre l'héritage que nous a laissé le Premier ministre israélien, sa vie remarquable, son décès tragique et les éléments marquants dans l'histoire d'Israël. Suivez le guide. La pièce maîtresse du centre se trouve ici, le musée israélien. Son design a été imaginé par l'architecte Uri Abrahamson, son contenu par l'historienne israélienne Anita Shapira. Le musée présente deux histoires parallèles, celle de l'État d'Israël et celle d'Yitzhak Rabin. À l'appui, 180 mini-documentaires, 1500 photos et des centaines d'objets et documents. Ici, la visite commence par la fin, l'assassinat d'Yitzhak Rabin le 4 novembre 1995. Un meurtre commis par Yigal Amir, un extrémiste juif de droite, lors d'une manifestation pour la paix sur la place des Rois d'Israël, renommée depuis Place Rabin.
Un moment qui reste gravé dans la mémoire de tous les Israéliens. C'était un choc pour moi, pour ma famille. Nous avons pleuré comme si c'était un membre de notre famille qu'on avait assassiné. Mais ce n'était pas seulement ça. Il était le futur de nos rêves, c'était un vrai leader. On a ressenti qu'on avait vraiment perdu quelque chose et que quelque chose de grave était arrivé à notre pays. On entre ensuite dans une immense spirale, un chemin chronologique qui raconte la vie d'Yitzhak Rabin. Tout au long du parcours, dans des petites pièces, on découvre la société israélienne de l'époque et sur le sol, les éléments qui ont marqué l'histoire dans le monde. Du Tel Aviv des années 20 où Rabin a grandi à la création de l'État d'Israël, la guerre des 6 jours, celle de Kippour, puis le bouleversement politique de 1977, la démission d'Yitzhak Rabin qui passe dans le camp de l'opposition, jusqu'aux élections de 1992 et son célèbre discours de victoire « I will lead », je vais diriger. Quand il a été réélu, c'était vraiment une lueur d'espoir. Pour moi, aujourd'hui, on n'a aucune chance de faire la paix. Il était le seul à pouvoir le faire. C'est très triste de replonger dans tout ça. Le second mandat d'Yitzhak Rabin est chargé en grands événements. Signature des accords d'Oslo en 1993, traité de paix avec la Jordanie et réception d'un prix Nobel de la paix en 1994. La visite approche de sa fin, l'annonce de son décès à la nation, un choc pour la population, s'ensuivent les funérailles nationales, le célèbre Shalom Haver de Bill Clinton et les mots touchants prononcés par sa petite-fille, Noah Ben-Artzi. Le musée s'achève sur le jour d'après. Un espace qui représente l'espoir de la poursuite du chemin qu'a entamé Yitzhak Rabin. Ce mur de graffiti est une photographie de l'original, plein de messages d'Israéliens se recueillant au lendemain de sa mort. Il est recouvert d'une vitre transparente qui invite les visiteurs à laisser à leur tour un petit mot, le sentiment que cette visite à travers l'histoire d'Israël et celle d'un des dirigeants les plus emblématiques du pays leur a inspiré. Voilà, on accueille Marie Scheck. Donc bonjour Marie Scheck. Comme chaque semaine, on va parler d'art avec vous et cette fois d'un travail artistique de longue haleine, celui de l'Israélien Shai Kramer, qui a suivi le travail de reconstruction fait sur le site des tours du World Trade Center. C'est exact? C'est ça. L'exposition s'appelle World Trade Center Concrete Abstract. Elle est en vue à la galerie Duliem à Tel Aviv. C'est un artiste israélien qui vit à New York et qui, comme beaucoup de ses œuvres, travaille sur le trauma des destructions, des violences de guerre, des récits de ce qui s'est passé. Il a un regard post-traumatique. Tout à fait. Et entre 2011 et 2013, il a eu la chance d'être parmi les quelques few photographes qui ont été testimoniés. Il a pris des photos pendant 2 ans de la construction de World Trade Center. Ouais, il y en a peu qui ont été accrédités justement, se rendre sur le site et suivre ce travail. Et quand on voit ces photos, vous vous rendez compte le nombre de couches de photographies qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une reconstruction, destruction, construction. À la fin, on ne sait plus qu'est-ce qu'on voit et ça devient presque une peinture. Voilà, c'est ça. On n'a pas l'impression de photo d'ailleurs quand on voit ces images. On n'a pas l'impression, il le fait exprès. C'est-à-dire que c'est comme la mémoire, elle disparaît, elle réapparaît et on voit là des photos de ce qui a été inauguré ces jours-ci, je pense à New York. Et il fait vraiment partie de l'âme du building, de ce qu'on se souvient. Et vraiment, il y a des photos avec une luminosité extraordinaire à la Turner, je dirais. Et ce qui est vraiment incroyable dans les 10 dernières années, je pense, c'est le rapport entre la photographie et la peinture. Et il y a jusqu'à, je crois, il y a 10 ans, les peintres voulaient être photographes, voulaient peindre comme les photographes. Et depuis les 10 dernières années, c'est très concret. Il y a un retour, en sens inverse de la photographie. Voilà, les photographes veulent presque devenir des peintres. Et là, il y a plus que 30 couches de photos juxtaposées, des parties, des morceaux. C'est comme si il nous faisait examiner l'âme de chaque photo, de chaque moment, à toute heure de la journée. Il était là-bas vraiment. Ce processus de reconstruction. Tout à fait. C'est une exposition vraiment assez incroyable parce que si on ne savait pas de quoi il s'agissait, on se demanderait. Et c'est ça la beauté quand il y a du mystère.
On va entrer dans un autre monde mystérieux également, un monde parallèle à Tel Aviv, c'est celui des Érythréens qui a voulu un petit peu montrer un artiste israélien. Il a voulu montrer cette réalité de la communauté érythréenne qui vit souvent en parallèle un petit peu de la société israélienne et qui est très méconnue. Cette communauté qui réside en général dans le sud de Tel Aviv. Tout à fait. Alors, nous avons dans le sud de Tel Aviv entre 30 000 et 50 000 Érythréens. Ils ne sont pas des employés illégaux, ils ont juste un statut non déclaré, je dirais. On les met souvent dans le sud, on ne sait pas quoi faire. Et c'est des gens qui ont été renvoyés de leur pays souvent et qui se cherchent une affirmation d'identité. Et ils se sont mis ensemble et non pour faire... Ils essayent de parler de leur pays, ils essayent de parler de leur mémoire et ils ont construit des endroits où ils peuvent chanter, danser, parler politique. Et là, il y a un groupe d'artistes d'érythréens qui s'est formé et deux artistes israéliens ont été les entendre, ont été les voir et ont voulu ramener leur vie de là-bas à ici, c'est-à-dire à la rue Allenby, à l'entrée du Choukalia. Ils ont reconstruit un bar érythréen, ouvert les soirs. Les gens croient qu'on peut rentrer, ils croient qu'ils se trompent, ils croient qu'ils sont dans le sud, c'est-à-dire que nous, on n'irait jamais, il faut le dire, il faut, hélas, très peu d'Israéliens oseraient aller là-bas. Ils nous ont amené le là-bas à ici, c'est une sorte d'hétérotopie. C'est une galerie-bar, en fait. C'est une galerie-bar, et quand les gens viennent, et souvent les homeless qui sont, hélas, aussi à côté, s'installent et sont tellement heureux. Comment les gens réagissent justement quand ils on m'a dit que les homeless rentrent, demandent une bière pour l'acheter ou avec les quelques sous qu'ils ont et ils la reçoivent. En fait, le bar a été sponsorisé par une compagnie de bière et donc j'imagine qu'à partir de ce soir il va y avoir toute la ville venir. Mais et puis c'est un peu pour réintégrer peut-être cette communauté qui est, on le disait, très méconnue et qui est souvent très jugée en Israël. Les Érythréens, les Soudanais, tous les immigrés d'Afrique. Mais quand on rentre dans ce bar, on a envie d'y rester. Il s'agit de, j'aimerais dire le nom, voilà, Tzachi Harmon et Ishai Shapira Kalter. Ishai a fait un film de 21 minutes. Il a suivi ce groupe d'artistes et il les a entendus. Et le nom du film, c'est We Are All Americans. En fait, il cherche des gens qui veulent devenir des idoles de musique, avec de la musique afro. De musique hip-hop. Voilà, donc il y a ce mélange de vie, de culture, d'essayer de découvrir comment ils vivent. Et de ramener un peu la culture érythréenne sur la scène israélienne. Merci beaucoup Marie Chek. Merci. Merci Michel Mazel d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour un tout nouveau morning. En attendant, restez avec nous sur i24 News. La suite de vos programmes, c'est dans un instant. Excellente journée à tous.